Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission Politique à la ferme enregistrée depuis le Salon de l'Agriculture. On va parler l'agriculture française est-elle en marche? On va pouvoir décrypter un peu le passage du président Emmanuel Macron aujourd'hui sur le salon. Alors il dure ce passage, il n'est pas encore fini, mais nous on va commencer déjà à le décrypter avec Franck Montaugé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Gers, vous êtes petit-fils ou petit-fils de viticulteur? Absolument, distillateur d'Armagnac. Et l'agriculture, ça vous parle. Juste à vos côtés, Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Député de la Creuse, c'est l'homme qui monte aujourd'hui dans La République En Marche sur le plan agricole, puisque justement vous allez être rapporteur de la loi post-État généraux de l'alimentation. Et juste à vos côtés, notre agriculteur de service, Cyril Champenois, bonjour. Bonjour. Agriculteur céréalier en Champagne-Ardenne, président de France Agri-Tuitos. C'est quoi France Agri-Tuitos? Alors France Agri-Tuitos, c'est une association qui regroupe des agriculteurs et des personnes, enfin des para-agricoles, qui sont présents sur Twitter et qui font de la communication positive globalement, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait, on le savait qu'il y avait un fossé entre les consommateurs et les agriculteurs. Donc on essaye de montrer au jour le jour ce qu'on pratique sur nos exploitations envers les consommateurs. Des Français, des Belges, c'est francophone là aujourd'hui? C'est francophone, oui. Il y a 2 jours, j'étais en Belgique pour prêcher un peu la bonne parole, pour leur expliquer ce qu'on est en train de faire. On a des admirateurs un peu du monde entier même. Les agriculteurs version réseaux sociaux. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député, d'accord, mais votre vie, c'est quand même l'agriculture. Vous êtes agriculteur, éleveur. Éleveur donc, de bovins viande, oui. De bovins, dirigeant de coopérative? Non, je ne suis plus. Je suis ingénieur agronome de formation. J'ai été président d'une coopérative, président d'un abattoir, président de filiales de découpe et de mise en marché de viande et de carcasse. Voilà. Alors, Emmanuel Macron est venu ce matin, il veut durer. Je ne vois pas trop l'intérêt de durer aussi longtemps sur le salon. Pourquoi faire mieux que François Hollande? Non, pas du tout. On n'a pas du tout dans l'idée de durer plus longtemps. C'est pas du tout l'enjeu. Il est là effectivement depuis 7 heures ce matin. Ce qu'il veut, c'est convaincre surtout. C'est rencontrer tout le monde, ceux qui sifflent, même si on n'apprécie pas forcément, parce que un sifflet dans la bouche, c'est pas facile de discuter. Donc, mais bon, soit. Donc, il va à la rencontre de tout le monde, de tous ceux qui l'interpellent, même parfois un peu violemment, mais qui l'interpellent un peu violemment. Mais il va essayer de convaincre, d'expliquer sa vision de l'agriculture qu'il a développée sur 3 discours différents ces derniers temps. Rungis au mois d'octobre, les vœux au monde agricole à Saint-Genès-Champanel dans le Puy-de-Dôme au mois de janvier, et récemment, jeudi dernier, auprès des jeunes générations d'agriculture à l'Élysée. Et le pire, c'est qu'il est arrivé à convaincre ce matin, effectivement, avec un beau discours comme il sait faire, à la fin, les responsables syndicaux n'ont pas trop réagi, alors qu'ils l'attendaient de pied ferme. Pourquoi? Mais parce qu'il a une vraie vision de l'agriculture, une vraie volonté que l'agriculture française sorte de l'ornière dans laquelle elle est placée depuis des années. Aujourd'hui, il y a des filières comme les filières élevage qui sont dans la grande difficulté. C'est pour ça qu'on entend aussi la détresse du monde agricole et des filières d'élevage, plus particulièrement, que ce soit lait ou viande, qui sont dans des grandes difficultés depuis pratiquement une dizaine d'années. Donc voilà, il a une vraie vision pour l'agriculture qui doit être aujourd'hui, qui ne doit plus être la seule profession qui va à perte. Franck Montaugé n'est pas du tout d'accord, je l'ai vu sourire. Écoutez, toutes choses égales par ailleurs et en toute humilité, moi j'ai fait aussi mon salon de l'agriculture ce matin et je suis allé à la rencontre d'éleveurs gersois qui vont perdre les indemnités de compensatoires d'handicap naturel. Et je peux vous dire que pour eux, l'agriculture, elle n'est pas en marche, elle est en recul par rapport à ce qu'ils vont vivre. Donc voilà, ça fait partie des sujets qui sont sur la table et qui méritent qu'on s'y intéresse. Vous me laissez parler, je vous ai laissé parler, je vais continuer à vous laisser parler quand vous vous exprimerez. Mais je vous redonne la parole juste voilà, donc voilà, moi je ne voudrais pas que cette affaire de la cartographie des zones défavorisées et sensibles préfigure un autre gros problème qui est celui de la future politique agricole commune, avec un budget notamment dont on sait qu'il pourrait baisser de 10, 15 ou 20%. Les premières orientations qui ont été données par le gouvernement en la matière tendent à privilégier, et on peut le comprendre par ailleurs, des nouvelles politiques à mener à l'échelle européenne, tout ce qui concerne l'immigration, la sécurité, la défense, la jeunesse aussi. Tous ces sujets sont éminemment importants, méritent d'être traités à l'échelle européenne, mais à budget constant, il va bien falloir que des budgets soient réduits. Et moi, je ne voudrais pas
que la plus belle politique européenne intégrée, la politique agricole commune, en fasse les frais et les agriculteurs français en même temps. Voilà, donc ça pour moi c'est le gros sujet et on sera fixé assez rapidement sur ce sujet avec le cadre financier pluriannuel du budget européen que notre gouvernement est en train de discuter ou va discuter sous peu avec les instances européennes. Là, il y a un vrai sujet dont les conséquences pourraient venir effacer, annuler, annihiler les faits que j'espère positifs des EGA et possiblement de la loi que le rapporteur va porter. La parole à Jean-Baptiste Moreau, ce que vous dites, c'est que le gouvernement ne défend pas assez la PAC, c'est ça? Mais c'est une rumeur. Non, je ne dis pas que le gouvernement ne défend pas la PAC. Je ne fais pas de jugement a priori ou de procès d'intention. Je dis qu'il y a un sujet extrêmement important qui va venir se rajouter aux difficultés que connaissent aujourd'hui nos agricultures, parce qu'il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Tout en reconnaissant, parce que j'essaie d'être objectif, que la façon dont le président Macron a abordé la question de la modernisation des filières agricoles est la bonne façon. Voilà. Et j'espère qu'il en sortira des choses positives pour l'ensemble de nos agricultures. Jean-Baptiste Moreau, puis Cyril Champedon. Oui, non, effectivement, la carte de l'ICHN, des indemnités compensatrices de handicap naturel, c'est quelque chose qui aurait dû être modifié depuis 2003. C'est une carte qui existe depuis 1976, qui n'avait jamais été revue depuis. Donc voilà, on est en train de déterrer un peu ce qu'il y avait sous les tapis, et forcément, il y a de la poussière et ça fait éternuer. Et c'est sûr que ça pose des problèmes. On le conçoit tout à fait. D'ailleurs, il faudra trouver des solutions pour les territoires qui vont en sortir, et notamment dans les zones de polyculture élevage, où c'est des élevages qui sont excessivement fragiles et qui ne peuvent pas se permettre de perdre 7, 8, 10, 15 000 euros. Donc il faut qu'on trouve des solutions avec les régions, notamment, ça a été évoqué sous la forme de mesures agroenvironnementales, mais il faut qu'on trouve des solutions là-dessus sur les territoires qui sortent. Il y a aussi des territoires qui y rentrent et qui n'y étaient pas dans l'ICHN. Donc voilà, et sur la PAC, pour rassurer mon voisin, donc contrairement au courrier on ne sait pas d'ailleurs d'où il est sorti, je vous réaffirme que la position du président de la République et du ministre de l'Agriculture, c'est bien une défense du budget de la PAC. Il y a d'autres politiques agricoles, certes, mais qui ne doivent pas être financées au détriment de la PAC. Et donc c'est bien l'objectif aujourd'hui que le président a fixé au ministre de l'Agriculture et qu'il a répété encore jeudi dernier, c'est se battre pour ne pas détricoter la PAC, au contraire la renforcer et la rendre plus lisible, surtout parce qu'aujourd'hui elle est complètement illisible. Quel regard porte un agriculteur céréalier? Eh bien, un agriculteur céréalier, en fait, j'ai beaucoup regardé les réseaux sociaux aujourd'hui, puisque c'est un peu ce que je fais habituellement. Et puis j'ai remarqué une petite chose qui ne m'a pas tellement plu, c'est qu'on compare beaucoup les céréaliers à des pollueurs parce qu'ils utilisent des produits phytosanitaires. Et ce matin, il y a eu des mots qui sont ressortis, comme quoi, par exemple, le glyphosate était un équivalent à l'amiante. Je pense que nous, les agriculteurs, on utilise les produits phyto parce qu'on a appris à nous en servir. On fait des formations pour justement s'en servir. On essaye de faire faire au mieux pour justement avoir le moins à se servir le moins possible de produits phytosanitaires. D'ailleurs, les produits phyto, ça a un coût. Aujourd'hui, moi, quand je paye une facture de produits phyto, ça ne me fait pas forcément plaisir. Maintenant, ça a aussi des avantages. Je reviens sur le glyphosate parce que c'est un sujet qui est assez récent et qui me tient à cœur et qui tient à cœur à pas mal de monde. Je pratique personnellement, j'essaye de pratiquer du moins une agriculture de conservation des sols afin de garantir un sol qui soit fertile, un stockage de carbone qui n'est pas neutre aujourd'hui pour l'environnement. Mais pour faire cette agriculture de conservation des sols, malheureusement, il nous faut un désherbant total. Sinon, derrière, on explose les coûts de désherbage. Donc voilà pourquoi j'insiste un petit peu sur le glyphosate. Je vais laisser répondre, mais il faut que je précise, vous n'avez pas été précis. Emmanuel Macron, qui a été interpellé par un jeune agriculteur qu'on a eu là, a fait le parallèle entre, il ne veut pas être responsable, comme le scandale de l'amiante, du scandale du glyphosate. C'était ça le parallèle. Alors, le discours du président de la République, je vous invite à revenner sur son discours de Saint-Genès-Champanel dans le Puy-de-Dôme, où il a dit que le rapport de l'INRA a précisé que sur 90% des surfaces, l'interdiction du glyphosate ne posait pas de problème et ne posera pas de problème d'ici 3 ans. Par contre, sur 10% des surfaces qui sont effectivement en agriculture de conservation des sols et en non-labour, ça pose un problème.
Donc on ne laissera pas les agriculteurs dans 3 ans dans une situation d'impasse technique, il l'a dit clairement. Donc il faudra trouver des solutions et si la recherche d'ici là n'a pas trouvé de solution, on en reparlera et on y réfléchira vers quelle voie amener par rapport à l'épandage de précision. Notamment, il y aura certainement des choses à examiner à ce niveau-là. Voilà. Franck Montaugé, de façon Oui, globale. par rapport à la question du glyphosate et la question de la qualité alimentaire et de l'environnement de manière plus générale, moi je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur, qui n'a pas été dit en son temps et qui n'est peut-être pas apprécié, à mon avis, à sa juste importance. La loi d'avenir agricole, j'y ai travaillé en tant que parlementaire, en tant que député en 2015, a constitué pour l'agriculture française un tournant extrêmement important en se fixant à partir de l'objectif de concilier la performance économique, sociale et environnementale. Ça, c'était une demande de la société, une demande sociétale profonde et l'agriculture, à partir de là, s'est orientée dans ce sens d'une plus grande qualité de production, une plus grande qualité alimentaire. Ça me semble tout à fait essentiel. Voilà, ça restera, je pense, dans l'histoire, même si aujourd'hui, ce n'est pas franchement dans les têtes. Et il faut poursuivre dans ce sens-là. En matière de production bio, par exemple, on fait le constat, le président l'a fait, les filières l'ont fait, on est en retard. On est en retard. Sur les étals français, il y a des produits bio qui viennent de l'extérieur. On importe en matière de produits bio. On a pris du retard. Il faut absolument qu'on devienne compétitif sur ces filières. C'est vraiment l'avenir, une grande partie de l'avenir de notre agriculture qui se joue. Et ça, je crois qu'il y a une prise de conscience. Donc ça a été amorcé en 2015. Il faut poursuivre dans ce sens. Et je pense que la plupart des agriculteurs aujourd'hui en sont convaincus. C'est fondamental pour la compétitivité de notre agriculture en général, au plan national et à l'export. Et il y a d'ailleurs un plan Ambition Bio qui va être présenté par le Premier ministre dans les tout prochains jours. Avec de l'argent. Avec de l'argent, avec une incitation. Effectivement, aujourd'hui, le bio représente à peu près 6% des surfaces. 5% et 20% de progression. Et l'objectif, c'est d'arriver autour des 15% d'ici à horizon 2022. Donc voilà, pour satisfaire à la demande du consommateur français, c'est effectivement pas normal. Je suis d'accord qu'on apporte du bio venant d'un peu partout. Donc il est vital. C'est un chiffre d'affaires qui a explosé ces 4-5 dernières années. Donc voilà. Mais après, je ne veux pas non plus opposer les agricultures. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, il ne faut pas opposer les agricultures. Il n'y aura pas que 100% d'agriculture biologique dans 20 ou 30 ans. Il y a la place pour toutes les agricultures. Il y a besoin d'une agriculture d'exportation. Ça a toujours été le discours du président et du gouvernement. Donc voilà, il faut concilier toutes les agricultures. Dans le fond, j'ai l'impression, je vous laisse la parole, j'ai l'impression que le gouvernement, il privilégie quand même les circuits courts plutôt que l'exportation. Cyril Champenois. Oui, donc moi je suis agriculteur, je suis céréalier et j'ai pas d'ambition d'aller dans le bio, du moins rapidement, ça me trotte pas dans la tête, je suis parti sur une autre voie. Par contre, cette autre voie, aujourd'hui, j'ai des coûts de production qui sont bien supérieurs à mes coûts de revient. Je vends mon blé, grosso modo, des prix de 140, 145, c'est déjà bien, je pense. Alors que mes coûts de production sont à 160 € tonne. Les États généraux de l'alimentation, dernièrement, disaient que les lois qui allaient en sortir allaient permettre aux agriculteurs de construire des prix qui soient au niveau des coûts de production. Comment peut-on faire sur un marché qui part à l'exportation pour moitié de la surface des tonnages? Comment vous voyez les choses? On vous attend au tournant de cette loi. C'est vrai qu'il faut qu'elle soit coercitive. C'est l'article premier justement de ce projet de loi et du titre 1 avec une contractualisation proposée par le producteur avec des indicateurs de coûts de production déterminés par les interprofessions. Donc là, je vais vous renvoyer là-bas. C'est aux interprofessions de déterminer les coûts de production moyens. Évidemment, on ne va pas prendre en compte la diversité des coûts de production. Je veux dire, j'étais président d'une COP, le même exploitation avec la même structure. Chez moi, les coûts de production peuvent varier du simple au double. Donc il y a un travail à faire au niveau de la profession sur les coûts de production. Et après, il faut que ces coûts de production servent de base au calcul du prix, parce que l'agriculteur aujourd'hui vend à perte, les transformateurs je ne les ai jamais vus vendre à perte et les exportateurs non plus. Oui, mais alors dans ce cas-là, quand on a du blé français qui va être à 140 €, que l'interprofession va dire voilà, l'agriculteur ça lui a coûté 160. C'est pas parce que ça part chez vous de 140 que ça arrive à 140. Non, je sais bien, je connais le matif, le marché, ce que je paye.
Mais à côté de ça, on aura des Belges qui vont vendre du blé sur le marché français à 140 euros. Vous croyez que les usines qui sont en France, elles vont aller chercher le blé français ou le blé belge ou allemand Non, mais après, il y a un besoin d'harmonisation européenne, évidemment, aussi, en parallèle, où on mène... Ouais, on met mais des... abordons, enfin, je quelle vous donne la solution vous parole, proposez? On Franck. continue comme ça? C'est bien? Non, Tout non, va non, bien non, du tout. C'est Est-ce que vous pensez interdire les importations, les maîtriser, les freiner, enfin voilà. Interdire les importations, ça ne serait pas raisonnable. On ne peut pas demander à exporter vers d'autres pays et en même temps fermer toutes les barrières à l'importation. Enfin, je veux dire, ça, dans le monde de oui, peut-être que c'est possible. Dans le vrai monde, c'est pas possible. Donc, il faut maîtriser les importations, mais maîtriser la qualité des importations, surtout aujourd'hui. Mais on parle de coûts de production, mais on ne sera jamais concurrentiel avec les coûts de production en Ukraine, ou alors on sort du modèle d'agriculture familiale qu'on a en France. C'est un choix, hein, mais c'est pas forcément le nôtre, quoi. On sort le seul moyen d'écraser les charges, comme vous le dites, si on va vraiment à la concurrence frontale, c'est effectivement des fermes de 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 hectares, comme il peut y avoir en Ukraine ou en Russie, mais c'est pas la voie qu'on a choisie. Franck Montaugé. Je souhaite que cette démarche des EGA, le juste retour de valeur aux producteurs, réussisse. Je le dis sincèrement, je le pense profondément. Je suis un peu dubitatif. Il y a des règles de liberté du commerce, il y a un droit de la concurrence. Au bout du compte, moi, on peut tout à fait se trouver dans une situation où les centrales d'achat n'achètent plus français, achètent à l'étranger des prix équivalents et moins chers. Ça, on n'est pas à l'abri. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir régler ce genre de choses. Les chartes de bonnes intentions, j'y crois quand même moyennement. C'est pour ça qu'il faut une loi, oui. Voilà, la façon dont ça s'est passé, les négociations de prix récemment, en atteste. Ça Que les charges marché, chèvres, voilà. Deuxième remarque, par rapport en particulier aux productions céréalières. Moi, j'en appelle, j'y ai travaillé en tant que sénateur en proposant un texte relatif au développement des outils de gestion des risques économiques, sanitaires, environnementaux, qui est d'ailleurs sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis 2016. J'en appelle donc au développement de mécanismes de gestion des risques. On est très faible. En tout cas, pas assez avancé sur ce sujet. Et avec des outils de régulation qui ont les uns après les autres disparu, les dernières en date étant les quotas laitiers, on ne régule plus de manière physique par les stocks. Il ne nous reste plus que ces mécanismes de gestion des risques pour arriver à atténuer un petit peu la volatilité de ces marchés. Et pour être bien clair, c'est quoi l'assurance récolte? Alors, ça peut être l'assurance récolte, ça peut être la mise en place d'un fonds de stabilisation du revenu agricole. Et c'est ce que nous proposions dans ces textes, en nous appuyant sur un règlement 1305 de 2013 de l'Union européenne qui existe et qu'il faut arriver à mettre en place. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas une solution miracle, il y a une boîte à outils et il faut mobiliser les outils en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Mais moi, je vous invite à vous saisir de la proposition législative que nous avions faite, qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il faut absolument arriver à avancer là-dessus. Ça permettra de faire revenir de la valeur vers le producteur aussi, pas que, mais aussi. Mais on est 100% d'accord, puisque c'est dans le programme du président de la République, c'était ces mécanismes assurantiels, que ce soit assurance climat, assurance aléas climatiques, économiques ou sanitaires, c'est un objectif aussi. C'est d'ailleurs dans les réformes qu'a annoncé jeudi, il y a une réforme, donc au-delà de la loi sur laquelle je travaille, il y a une réforme qui vient sur le foncier, sur l'accès au foncier, pour empêcher la spéculation, notamment des investisseurs étrangers, qui aujourd'hui pose problème. Et le deuxième volet, c'est une réforme complète de la fiscalité agricole, avec une évolution aussi en parallèle de la PAC vers des mécanismes effectivement assurantiels qui permettent justement les bonnes années, notamment en céréales. En élevage, il n'y a pas eu de bonnes années dans les 10 dernières années. Mais les bonnes années de pouvoir fiscalement faire une réserve et de pouvoir les réutiliser les mauvaises années avec une fiscalité adaptée sur ces deux points, c'est un peu flou encore. Mais il faut du revenu. On y travaille, ça sera à l'automne 2018. Et pourquoi ne pas plutôt orienter vers des primes qui soient variables? Les contrats cycliques, c'est ça? Exactement. Contrat cyclique, ça peut être aussi ça. Mais ça, c'est dans le cadre de la future PAC. Mais dans le cadre de la future loi de finances de 2019, donc qui sera adoptée à l'automne 2018, il y a une réforme complète de la fiscalité agricole, avec l'évolution de la fiscalité agricole dont les lois datent de 1946, vers un type d'impôt sur les sociétés adapté aux spécificités du monde agricole. Mais on va y travailler. Il y a un groupe de travail qui est déclenché mixte d'ailleurs, paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui est déclenché depuis la semaine dernière, qui va travailler dessus, qui doit rendre des conclusions pour l'automne. Franck Montaugé, pour finir. Oui.
par rapport à la future politique agricole commune, la Commission indique vouloir donner plus de marge de manœuvre aux États à travers une application renforcée du principe de subsidiarité. La question se posera pour la France, mais aussi pour l'ensemble des États européens, de la question de la manière dont on utilise au mieux, de manière efficiente, les crédits du premier pilier, voire du second pilier. Et voilà, la question des aides, par exemple, couplées, découplées, se posera. Et je pense qu'il faudra renforcer la part d'aides découplées pour accompagner nos agriculteurs dans la restructuration de leur filière, voire de leur façon de faire de l'agriculture en rapport avec les marchés et la demande des marchés. Ça va donner une marge de latitude et à la fois une responsabilité tout à fait énorme, tout à fait importante au gouvernement, aux États. Et c'est aussi un sujet sur lequel on sera amené à débattre. Ouais, non, sachant qu'on n'est pas favorable à une subsidiarité totale, il faut qu'elle soit réellement encadrée parce qu'on veut vraiment une politique agricole européenne et commune et pas une politique renationalisée et régionalisée parce que c'est un peu les conclusions de Emmanuel Macron le partage, votre avis? Oui, à vous 100%. Je vous assure. En Paris, on met ça sur la table. Oui, il ne faut pas détricoter la politique agricole commune. Non, ça, le mot de conclusion à Cyril Champenois. Eh bien, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que voilà, ça fait 6 ans que je suis installé. Sur les 6 ans, j'ai dû faire 2 bonnes années, on va dire, économiques. Ça fait 10 ans, j'en ai fait 0. Bravo, ça va donner le moral aux jeunes. Ça, en attendant, j'ai pas une exploitation qui est extraordinaire. Elle fait 110 hectares. L'année dernière, j'ai été obligé de prendre un deuxième travail pour essayer de mettre un peu de beurre dans les épinards et pas m'écrouler. Cette année, je pense que je vais refaire la même chose malgré une bonne année parce qu'on a du mal à reboucher les trous et que la crise qu'on vit tous au global, au final, tout le monde, toutes les productions confondues, n'est peut-être pas finie parce que 2018 maintenant peut s'annoncer bon comme mauvais. Et si jamais on a une mauvaise année... on espère que non et on va faire tout pour. Messieurs les députés, les sénateurs, vous avez la pression. On vous attend effectivement avec ces prochains textes réglementaires. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous.